Le sénateur McDuffie est de retour. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, j'ai consulté les gens dans tout le pays. Je peux vous dire qu'ils sont plutôt contrariés. Hein? Alors, quand même, en fait, nous sommes retournés. On a mis le compteur à zéro au Sénat. Hein? C'est retour à la case départ. Alors, les Canadiens me posent des questions parce que si M. Duffy n'est pas coupable au Sénat, alors c'est le Sénat qui est coupable. Parce que ce n'est même pas qu'on est retourné à la case départ, c'est en arrière. Alors vous pouvez habiter Canada et puis avoir représenté les gens de l'île du Prince-Édouard, pas de problème. Et puis vous pouvez même avoir une caisse noire avec de l'argent des contribuables et vous payez un entraîneur personnel. Non. Et puis il n'y a pas véritablement de contrôle. Donc c'est encore les petits copains, encore une fois. Voilà, c'est les règles qui sont faites par les petits copains pour les petits copains. Oui, et puis maintenant, il va demander les arrérages de son salaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il y a un clivage profond entre, disons, la petite sphère politique d'Ottawa et les Canadiens. Et donc, voilà, vous allez avoir maintenant un sénateur qui va, en plus, après avoir été sorti du Sénat, il va demander qu'on lui rembourse les arrérages de son salaire. Non, franchement, c'est un organisme, le Sénat, qui refuse de se réformer. Et alors maintenant, on peut être nommé dans n'importe quelle circonstance, pour une raison ou pour une autre. Et puis ensuite, même si en principe ils sont pas légitimement nommés, ça n'est pas grave. Donc il y a de quoi être fâché quand on est Canadien. Oui, alors il y a la pension et puis il y a les frais juridiques maintenant dont on parle et dit qu'on va les lui rembourser. Est-ce que vous pensez qu'il va réclamer ça au Sénat? Écoutez, moi, j'ai pas de raison de m'en prendre à M. Duffy. Je sais que ça n'a pas été facile pour lui, mais enfin, franchement, écoutez-moi, hein, ces personnes sont des hommes mûrs, ces sénateurs. Donc, c'est eux qui fixent leurs propres règles. Et puis maintenant, on ne peut pas les mettre à la porte. Et non, alors aujourd'hui, ce sont les Canadiens qui vont devoir payer pour tout ça. Le citoyen canadien ordinaire, pour lui, ça lui pue au nez, il faut le dire, franchement. Donc, franchement, finalement, on ne se trouve plus dans une démocratie crédible parce qu'il n'y a pas de responsabilité. Est-ce que vous pensez que les règles ont été changées pour que cela ne se reproduise jamais? Mais écoutez, nous voyons M. Duffy revenir et Mme Wallin revenir à la Chambre. Alors, donc, finalement, c'est retour à la case départ, comme je le disais. Faites ce que vous voulez, voyagez comme vous voulez, facturez qui vous voulez. Et donc, même si au plan constitutionnel vous n'êtes pas légalement admissible à l'élection au Sénat, eh bien vous y allez quand même et personne ne peut vous en prendre à vous. Au Parlement, on l'a vu arriver. Réaction par rapport à son retour, tout simplement d'abord? Bien, M. Duffy avait été suspendu. Il n'a pas été reconnu coupable au criminel. Hein? C'est quand même, ça a des exigences juridiques qui sont quand même supérieures. Donc, il a conservé son emploi. Il peut maintenant être de retour au Parlement pour exercer son travail de sénateur. Sinon, je lui souhaite bonne chance pour la journée. Est-ce qu'il devrait avoir droit à son salaire de façon rétroactive, le salaire auquel il n'a pas pu toucher pendant 12 ans et demi? Je pense que ça serait une insulte pour les contribuables québécois et canadiens qu'un sénateur qui a été suspendu pour des magouilles puis ce qui avait toutes les apparences de fraude puisse être payé pour tous les mois où il n'a pas travaillé au Sénat. Ma première réaction, c'est un chausson avec ça. Là. Avez-vous l'impression que toute cette affaire-là a quand même changé les choses au Sénat? Vous qui êtes généralement assez critique par rapport au Sénat, voyez-vous qu'il y a eu quand même des avancées? Pour nous, il y a eu quelques changements, mais qui sont encore une fois cosmétiques. L'institution même, on a un problème avec ça parce que c'est des gens qui sont nommés par le premier ministre ou un comité nommé par le premier ministre qui ont une job à vie, donc qui n'ont pas vraiment à rendre des comptes, qui ont des règles du jeu de voyage puis de remboursement de dépenses qui sont assez floues pour qu'on puisse magouiller puis jouer un peu avec ces règles-là. Donc non, pour nous, au NPD, la question n'est pas réglée. Le ménage n'a pas encore été fait au Sénat. Je lui souhaite bonne chance pour la suite des choses. Je le remercie pour sa contribution. On n'était pas du même côté, mais j'ai eu des bonnes relations avec lui et je lui souhaite vraiment bonne chance. La politique, un sport dangereux. M. Chrétien a déjà dit qu'on se couche tous les soirs en disant « Bon, j'ai passé à travers une autre ». C'est très dur comme vie, c'est très dur pour les familles et on en profite tous, j'imagine, dans une situation comme celle-là pour
se féliciter d'avoir notre famille avec nous, parce que c'est très, très dur. Est-ce que une bonne ou une mauvaise nouvelle qu'on a vécu d'après vous? C'est toujours une mauvaise nouvelle quand un collègue est obligé de quitter la vie politique dans des situations aussi difficiles. Mais pour le PQ? Ça doit être difficile pour le parti aussi. C'est difficile pour tout le monde. Personne ne peut se réjouir quand ça se passe dans ces circonstances comme celle-là. La vie politique, c'est pas facile. Je comprends que des fois, les gens prennent des décisions. Peut-être c'est pour sa famille. Je lui souhaite bonne chance et puis pas plus que ça. Vous inspire quoi la démission de Pierre-Carl Péladeau? Bien, ça nous rappelle que la vie politique est difficile. Et puis, écoutez, moi, je salue son engagement. C'est quand même un homme qui a fait de grands sacrifices pour faire de la politique. Il a une vision du Québec qu'on ne partage pas, mais il faut respecter l'engagement de l'homme. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir du mouvement souverainiste? Il faut leur donner un deuxième tour, ça sera à eux de déterminer. Vous savez, on a souvent annoncé la mort d'un parti ou l'autre. Je me rappelle, en 2011, le Parti libéral du Canada n'existait plus. Et on a prouvé le contraire. On verra pour ce qui est du mouvement souverainiste, mais je veux juste prendre le temps de souligner quand même son apport à la vie politique. Il a fait des sacrifices. Il est parti. Maintenant, ça sera au PQ de choisir un successeur. Vous avez entendu Pierre-Carl Péladeau. Ouais. Je veux d'abord savoir, est-ce que ça vous a surpris, cette décision qui tombe à ce moment-ci? Écoutez, c'est bien sûr que la politique est très exigeante pour les gens, individuellement et familialement parlant. C'est une surprise aujourd'hui que M. Péladeau prenne cette décision-là, mais bien sûr, je la comprends. Et je lui souhaite que la vie soit bonne avec lui et que l'avenir soit selon ses attentes et selon ce qu'il veut. C'est sûr que des décisions en politique, d'y aller ou d'en sortir, sont jamais faciles. Mais aujourd'hui, avec l'homme qu'il est, je dois compatir avec lui. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour le mouvement souverainiste, le départ de Pierre-Carl Péladeau? Je laisserai les souverainistes faire leur analyse. Moi, évidemment, c'est pas mon option politique et je veux que le Québec soit une province très, très forte dans un Canada uni. Je laisserai les gens de cette faction-là prendre leurs décisions et faire leur analyse. Mais nous, on va continuer à faire en sorte que le Québec soit fort dans un Canada très grand et qu'on travaille ensemble pour bâtir l'avenir. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le mouvement fédéraliste? Moi, je pense que c'est neutre. C'est neutre là-dedans. Moi, il va y avoir quelqu'un qui va être nommé pour rediriger le Parti québécois. Comment cet homme ou cette femme-là réussira à faire l'union de tout ça, on verra. On sait qu'il y a déjà des noms qui circulent, mais pour nous aujourd'hui, c'est de continuer à faire en sorte que le Québec soit très fort dans ce grand pays-là. La décision de M. Péladeau de démissionner crée une onde de choc, c'est certain. C'est une triste nouvelle aujourd'hui. Par contre, les gens qui me connaissent savent que j'ai souvent dit qu'en politique, à la fin de la journée, tout ce qui reste à un politicien, c'est sa famille puis son intégrité. Et on a vu M. Péladeau ébranlé, je le comprends. Et je pense que tout ce qu'on peut souhaiter et lui souhaiter, c'est que toute la famille retrouve la sérénité qu'il recherche. Est-ce que c'est une décision qui vous a pris par surprise aujourd'hui? Tout à fait. Il n'y a personne qui était au courant d'une telle décision. Qu'est-ce que ça veut dire pour le mouvement souverainiste? Écoutez, moi, j'ai milité longtemps au Parti québécois. Je sais que c'est un parti qui a des structures, des statuts solides et je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut au niveau de la quincaillerie pour affronter l'événement. Et il y a plusieurs événements là, dans les dernières années qui sont arrivés. Alors, j'ai pas trop de crainte là-dessus. Mais considérez-vous que c'est quand même une mauvaise nouvelle pour le PQ au-delà de l'aspect personnel dont vous parliez de la famille? C'est une triste nouvelle pour tout le mouvement. Quand quelqu'un, un politicien, doit faire un choix entre le projet de l'indépendance et de devenir aussi premier ministre dans une éventuelle élection et sa famille, c'est des choix que l'on fait et que l'on revoit assez régulièrement quand on est un politicien qui travaille pas juste pour lui-même et qui à chaque fois qu'on a un congé, moi en tout cas ça m'arrive, on se regarde dans le miroir et on se dit bon ok, on y va, oui ok on y va. C'est difficile. D'ailleurs, au Parlement canadien, la conciliation travail-famille, c'est pas quelque chose de très à la mode. Au-delà des considérations personnelles, quel impact est-ce que ça a sur le mouvement? Écoutez, c'est un peu tôt là, pour commencer à regarder et à épiloguer sur les impacts. Aujourd'hui, c'est la journée de M. Péladeau.
On lui souhaite, toutes nos pensées sont avec lui pour surtout qu'il puisse trouver une fin heureuse dans sa recherche pour régler ses conflits familiaux. Ça parle d'un passage éclair, quand même, en politique. Pardon? C'est une triste nouvelle. C'est triste. Et je pense que c'était clair qu'on avait devant nous un chef de parti qui était déchiré. Mais c'est quand même triste pour lui, c'est quand même... C'est triste pour lui ou pour le mouvement péquiste? C'est triste pour tout le monde aujourd'hui. Je veux dire, il y a un parti qui, il y a 1 an, a mis en place un processus et puis s'est déterminé un chef. C'est triste pour tout le monde, mais le Parti québécois est un parti qui a du ressort et ça, je suis pas trop inquiet par rapport à ça. Monsieur Marcellus Duval, qu'est-ce que vous retenez davantage aujourd'hui? C'est la difficulté de diriger un parti politique ou encore c'est plus par rapport au mouvement, là, vous qui êtes peut-être tenté par la direction du Bloc? Nos micros, s'il vous plaît. Regardez, je pense que ce qu'on a vu, là, c'est que M. Pellado... M. Pellado avait une situation familiale qui était difficile. Puis qui a fait le choix de s'occuper de sa famille. Je pense que, en tout cas, je peux pas en mesure de dire s'il a fait le bon choix, mais j'imagine que lui considère qu'il a fait le bon choix. Puis j'imagine que s'il fait ce choix-là, c'est qu'il a pensé beaucoup avant de le faire. C'est un choc pour tout le monde au Bloc québécois, comme c'est un choc, je pense, pour un certain grand nombre de personnes dans le mouvement indépendantiste. Et puis on va lui souhaiter le meilleur pour sa famille comme pour lui. Dites-vous que ce ne sont vraiment pas des nouvelles encourageantes pour l'option souverainiste? Bien là, je suis pas en mesure de dire ça. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive après, qu'est-ce qui arrive avant. On ne connaît pas l'avenir. Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est pas des nouvelles encourageantes, disons, pour lui-même, pour peut-être pour un certain nombre de personnes à court terme, parce que c'est sûr qu'on est triste de son départ. Pour le PQ, pour les prochaines élections, M. Pellado semblait avoir pris son air d'aller. Là, l'horizon 2018, c'est pas si loin que ça. Il faut tout recommencer. Est-ce que c'est de mauvais augure pour les prochaines élections? Bien, il reste quand même 2 ans avant les prochaines élections. Je pense qu'ils ont le temps de se trouver un chef avant les prochaines. Nous, on s'en est trouvé un pas mal plus vite que ça avant les élections. Puis on a quand même réussi à obtenir davantage de députés. Fait que je pense pas là, que ce soit la fin du monde. Le fait qu'il se retrouve en course en même temps que... d'avoir un chef qui est plus consensuel. Mais regardez, les affaires sur la chefferie du Parti québécois, je pense qu'ils auront le temps d'en débattre plus tard. Allez-vous vouloir candidat au PQ? Je ne penserai pas. Le Bloc se cherche un chef. Le Parti québécois se cherche un chef. C'est une mission pour le mouvement souverainiste à ce stade-ci. Ben, ça, c'est de la vieille nouvelle, ça. Le Bloc... Non, mais le Bloc se cherche un chef, c'est de la vieille nouvelle. Nous, on n'est pas surpris, on est dans ce processus-là. Par contre, je peux pas la donne pour vous, le fait que le PQ aussi se cherche un chef. On verra au niveau des instances quand est-ce qu'ils décideront de la faire, s'ils vont décider d'en faire une ou pas. On a déjà vu en 2001 aussi qu'il n'y a pas eu de course pour remplacer M. Bouchard. Alors, c'est au PQ à prendre ses décisions. Merci. Pourquoi est-ce que ça facilite peut-être la convergence des partis souverainistes au Québec? Oh mon Dieu, c'est pas un débat dans lequel je veux du tout m'embarquer. Ça me concerne pas. Moi, je travaille à faire ici comme député néo-démocrate puis mettre de la pression sur le gouvernement libéral. Ma seule réaction au départ de M. Pellado de la vie politique, c'est je peux très bien comprendre la pression qu'un homme ou qu'une femme politique vit quand il y a une famille avec de jeunes enfants. C'est une réalité que moi et ma conjointe, on vit. Et je suis pas chef ou leader d'une formation politique. Alors, je comprends M. Pellado, je compatis avec lui, je vous souhaite bonne chance pour l'avenir. Est-ce que ce poids-là pèse dans votre propre réflexion sur votre avenir, Jean-Pierre? Je l'ai dit depuis le début que le fait d'avoir une famille reconstituée de 4 enfants avec des jeunes enfants, c'est majeur dans ce genre de décision-là. Décision qui est toujours pas prise et puis on y réfléchit toujours. Mais est-ce que ça a un poids dans la balance? Oui, énorme. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui que je vous dis, je peux très bien comprendre la situation dans laquelle M. Pellado se trouvait. Ça vous implique pas, mais vous avez déjà été un peu impliqué à Québec solidaire quand même. Et Québec solidaire a toujours dit que cette convergence des partis souverainistes ne pourrait jamais survenir tant que M. Pellado est là. Est-ce que ça vient pas ouvrir une porte? Je vais laisser les partis québécois, les partis provinciaux prendre leurs propres décisions et avoir leurs propres discussions. Moi, ici, je fais la politique au niveau fédéral avec le NPD, tout simplement. Est-ce que vous avez des nouvelles concernant Bombardier?
Mais écoutez, nous sommes en contact avec la société et nous souhaitons participer à la solution avec elle. Et nous comprenons l'importance de ce secteur et nous voudrions que son succès à long terme soit assuré. Et nous avons une longue histoire d'association avec la compagnie. Souvenez-vous qu'en 2005, nous avons fourni 350 millions de contributions remboursables pour la recherche et développement à Bombardier dans le cadre de la série C. Et donc, nous resterons aux côtés de l'entreprise et participerons à la solution. Et pourquoi est-ce que le gouvernement considère que, par exemple, les actions à vote multiple constituent un problème? Les actions détenues par la famille, je veux dire. Non, nous voulons que l'entreprise soit organisée de manière à garantir son succès à long terme, parce qu'il y a quand même 180 000 emplois de bonne qualité qui sont en cause, avec 29 milliards de dollars de chiffres. Donc nous souhaitons que la décision soit responsable. Nous voulons que les emplois soient de bonne qualité, que la recherche et le développement se fassent au Canada, toutes les choses dont nous avons parlé. Et donc il faut que la société soit bien sur des fondements solides pour le succès à long terme. Donc ce n'est pas une décision unilatérale. Nous voulons que cela tienne compte de l'intérêt public. Oui, mais alors pourquoi est-ce que maintenant on se fixe sur cette question de droit de vote multiple? Non, c'est pas ça. En fait, ce qui compte, c'est l'intérêt du public à long terme. Et donc, nous voulons maintenant veiller à ce que les investissements se fassent dans des emplois de bonne qualité. Regardez la situation de la recherche et du développement. Elle est critique. Nous sommes 22e sur 34 pays de l'OCDE en matière de recherche et développement. Donc, nous voulons donner la priorité aux choses importantes. C'est pourquoi nous sommes de près engagés avec la société, parce que, d'ailleurs, c'est important non seulement pour la compagnie, mais également pour les 950 fournisseurs d'un océan à l'autre. Et donc, ce n'est pas seulement une question qui se pose au Québec, c'est une question pan-canadienne. Et donc, nous pensons que c'est un grand produit que celui de Bombardier. Nous sommes très heureux de la transaction avec Delta, très heureux de la transaction avec Air Canada. Et donc, nous voulons contribuer à une solution. Bien, alors les décisions concernant au Nouveau-Brunswick concernant le commerce interprovincial, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une décision positive. Moi, pour ma part, je suis très favorable à la réduction des barrières interprovinciales et j'ai travaillé de très très près avec mes homologues territoriaux et provinciaux pour un accord de commerce interne. Et nous allons continuer dans ce sens et nous allons continuer de coopérer avec eux pour avoir un accord le plus tôt possible. Est-ce que c'est la fin des tarifs interprovinciaux? Oui, j'espère que c'est un pont dans la bonne direction parce que nous avons l'accord de libre-échange, notamment avec l'Union européenne, pour que les compagnies canadiennes puissent avoir maintenant un meilleur accès à ces débouchés. Donc, je pense que c'est une excellente occasion pour nous de promouvoir, de progresser dans ce sens, alors que nous célébrons le 150e anniversaire du Canada l'année prochaine, d'éliminer les barrières. Oui, je voudrais qu'on le célèbre et j'espère qu'on aura cet accord. Alors, et que pensez-vous de l'acquisition de MTS par BCE? Écoutez, il y a un cadre réglementaire à respecter. Le processus est en cours. Donc, nous allons travailler de près avec le gouvernement du Manitoba et nous allons continuer pour veiller à ce que les règles de procédure soient respectées. Et le bureau de la concurrence interviendra aussi. Alors, en français sur Bombardier, M. Baines. Continuer à travailler avec l'entreprise, c'est très important pour le secteur, pour les entreprises aussi. C'est pourquoi, pour moi, par exemple, c'est très important. Le numéro une priorité pour moi et pour notre gouvernement est engagement avec l'entreprise. Mais est-ce que le fait que l'on refuse de changer la structure de l'actionnariat vous pose problème? Écoutez, nous voulons que la société soit sur des bases solides pour l'avenir. Donc, ce sont des éléments qui font partie de notre recherche approfondie d'une bonne solution. Encore une fois, pour regarder loin. Parce que c'est un secteur très important que le secteur aérospatial pour le Canada. Bien, alors, que pensez-vous de faire pour les communautés autochtones et le formulaire long pour le recensement? Eh bien, nous avons une activité de contact avec eux parce qu'en 2011, le taux de réponse n'était que de 77% et 1600 collectivités n'avaient pas de données fiables. En 2006, nous avions 93,5%
de taux de réponse avec 160 communautés seulement qui n'avaient pas de bonne réponse. Donc nous allons faire un travail au porte-à-porte sur le terrain avec tous les moyens nécessaires pour saisir cette occasion historique de recueillir des données significatives qui vont être utiles aux communautés, y compris autochtones. Alors, dans l'affaire Duffy, le juge a critiqué le bureau du Premier ministre en disant qu'ils étaient impitoyables. Alors, est-ce que ça va nuire à la réputation du Parti conservateur? Non, nous allons tourner la page sur ces questions. Nous sommes très fiers du bilan de notre gouvernement, notamment pour les questions économiques, les questions de sécurité, mais le moment est venu de renouveler le Parti conservateur du Canada. Et donc, nous avons une liste de candidats de qualité qui vont se présenter à la chefferie et cela donnera à ces candidats la possibilité d'expliquer leur vision d'un parti qui aura le regard tourné vers l'avant et notamment pour la façon de dialoguer avec les Canadiens et avec les membres du parti. Est-ce que l'on devrait autoriser Mme Ambrose à se présenter à la direction du parti? Et certains dans votre caucus proposent que l'on amende les statuts pour lui permettre de se présenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Rona Ambrose était très claire. Elle a pris l'engagement solennel avant de se présenter à la direction intérimaire, de ne pas se présenter à la direction du parti. Donc, moi, je la prends au mot, je fais confiance à sa parole, et si elle veut maintenir son intégrité et la crédibilité de sa position, elle ne doit pas se présenter. Il n'y avait pas des questions concernant l'Iran, par hasard? Oui, mais alors, quelles sont vos aspirations vous-même au leadership? Voulez-vous vous présenter comme candidat à la direction? Est-ce que vous me promettez qu'on va revenir à l'Iran un peu plus tard? Oui, alors je vais répondre. Alors, oui, non, j'en suis encore à la phase exploratoire. Les choses avancent bien. J'ai des réactions très positives, mais je ne suis pas en mesure de décider avant le Congrès. En français. Bien sûr, c'est une étape exploratoire pour moi maintenant pour concerner le leadership, mais je ne peux pas rendre une décision avant la conférence à Vancouver. Est-ce que ça vous inquiète de voir qu'il n'y a pas beaucoup de candidats en ce moment qui veulent être dans la course? Il y a Maxime Bernier, Kelly Leach. Dans les sondages, ils ont 5-2 ça fait 7 ensemble. Alors, c'est trop... c'est pas le fin de notre... C'est le commencement de notre leadership. Alors, je peux dire qu'il y aura ces candidats, mais il y aura d'autres candidats aussi. Quelle est votre réaction concernant la station de Kitsilano? Bien, écoutez, ce n'est pas la réponse que nous espérions. Nous voulions avoir un calendrier, des engagements. Alors, quand ça se ferait, l'équipement qui serait engagé, le personnel, l'engagement, c'était d'avoir ça 24 heures par jour et 365 jours par an. C'est pas ce que dit le ministre. Alors, vous êtes déçus? Mais non, mais écoutez, je pense que tout le monde dans la Colombie-Britannique voulait que l'on réouvre cette station de Kitsilano. Or, ils ne prennent pas d'engagement. Et donc, on dirait qu'ils suivent la ligne minimaliste des conservateurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faudrait qu'ils aient le personnel voulu, et puis trois équipes, un roulement de trois équipes de 4 afin d'avoir le personnel complet 24 heures sur 24. Alors, à ce moment-là, on pourrait garantir la sécurité pendant toute l'année, parce que, quand même, c'est le port le plus actif du pays. Et donc, ils sont censés le faire. C'est pourquoi il y a eu un tel tollé quand on l'a fermé. Et nous souhaitons qu'on le remette dans la position initiale d'avant 2013. Parce que la vie des personnes qui circulent en bateau est en cause, que ce soit les gens qui font du nautisme de loisirs ou que ce soit des voyageurs ou du transport commercial, bien sûr.